avait parlé avec Anderson de tout ce que son mari faisait. C'est pour ça la question que je me pose, comment est-ce qu'ils ont effectué ce voyage à deux alors qu'il y avait un mésentente entre eux? Pour justifier que le pasteur Marcelo avait le droit de nous dire 2 mois après le décès de sa femme que lui n'a pas reçu l'onction du célibat et qu'il ne va pas rester longtemps célibataire. Le sang de Maman Blanche crie vengeance. C'est pourquoi tu entends autant de bruit dans les réseaux sociaux. Le frère de Blanche Tounassi a dit ceci. La femme que Marcelo Tounassi a épousée là, en fait, c'est une femme qui existe depuis le vivant de Blanche Tounassi. Qu'est-ce qui se passe? Blanche avait parlé avec Anderson de tout ce que son mari faisait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis que ça a commencé. Et à la fin, Anderson voulait sauver Blanche. Demandait à Blanche de quitter. C'est pour ça la question que je me pose, comment est-ce qu'ils ont effectué ce voyage à deux alors qu'il y avait un mésentente entre eux? Donc poser ma question, en train de dire, oui, physiquement c'est leur père, mais spirituellement c'est un démon. C'est quelqu'un qui a assoiffé de pouvoir. C'est quelqu'un qui cherche le pouvoir. C'est quelqu'un qui veut dominer l'Afrique, qui veut dominer le monde pastoral. Il est capable de sacrifier même les enfants que vous dites que ne suivez pas les gens des réseaux sociaux parce que vous savez qu'il a mis dans la liste, il doit sacrifier sa fille aînée. Il n'est pas là pour détruire cette famille. Si c'était un père aimant ses enfants, un père exemplaire, un mari exemplaire, on n'avait pas à venir dire tout ça. Parce que ce qui s'est passé dans leur famille, dans leur maison, nous on n'était pas là. Nous on n'était pas là. Moi je suis le messager à Moutouya Anderson. Moi je te donne ma bénédiction, hein. Mais papa, je ne peux pas rester sans parler. Parce que voici les excuses que les gens donnent pour justifier que le pasteur Marcelo avait le droit de nous dire 2 mois après le décès de sa femme que lui n'a pas reçu l'onction du célibat et qu'il ne va pas rester longtemps célibataire. Ils te font comprendre que c'est normal. Ça prouve que c'est un homme de Dieu qui respecte l'évangile. Ça prouve que c'est un homme de Dieu qui est bien, qui ne veut pas forniquer. Mais un temps, quand vous écoutez les exhortations de pasteur Marcelo sur l'abstinence, vous n'avez pas honte, vous les chrétiens là. Vous n'avez pas honte, vous les chrétiens. Quand vous dites que quand tu demandes à Dieu, il te donne. Quand tu viens de perdre ta femme que tu aimais, 18 ans de mariage, elle t'a donné des enfants, elle t'a supporté dans ton ministère, elle a toujours été à tes côtés. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas te mettre à genoux et dire au Seigneur Père éternel, je n'ai pas encore fini de pleurer ma femme. S'il te plaît, donne-moi la force de m'abstenir. Donc en fait, toutes les filles, c'est-à-dire voilà là où on voit l'hypocrisie des églises. D'accord? Je ne bloque personne, vous allez bavarder. Voilà là où on voit l'hypocrisie de certaines églises. Voilà un pasteur qui est champion pour prêcher l'évangile. Champion pour prêcher l'abstinence dans son église. Champion pour vous dire que la fornication c'est pas bien. Champion pour dire que quand il n'y a pas encore le mariage, il faut s'abstenir, tout ça, tout ça. Mais le même Dieu là, que vous conseillez aux jeunes filles qui ont encore les lolos debout comme ça, comme midi pile. Les jeunes femmes qui ont encore les lolos comme ça, comme midi pile. Vous leur demandez de s'abstenir. Tu vois une jeune femme qui a déjà 18 ans, son corps réclame déjà. Là-bas en bas, ça réclame, ça gratte. Elle veut même prendre le doigt pour aller chatouiller un peu. Elle se rappelle que le pasteur avait dit abstinence. Elle se met à genoux et dit que Père éternel, donne-moi la force de repousser mes pulsions. Elles sont nombreuses comme ça. Et quand elle demande au Seigneur de lui donner la force de repousser ses pulsions, elle a 18 ans. Hein. Le Seigneur lui donne la force de repousser ses pulsions jusqu'à l'âge de 35 ans. Exemple de l'âge qu'on dit que la femme du pasteur Marcelo a. Donc si on regarde bien, la nouvelle femme du pasteur Marcelo était célibataire, n'avait jamais eu de rapport intime, elle s'est abstenue pour attendre le mariage. Ça veut dire que si on regarde bien en temps normal, s'il n'y avait pas de cachotterie pendant que Maman Blanche était vivante, je n'accuse personne. S'il n'y avait pas de cachotterie pendant que Maman Blanche était vivante, virgule, on part du principe que la femme là, elle est pucelle. À 35 ans, elle a attendu son homme qui va venir ouvrir le bouchon. Donc elle, la force qu'elle a eue de s'abstenir en tant qu'enfant de Dieu, de garder son corps saint, de ne pas le salir. Toi, le pasteur qui a l'onction des onctions, la puissance des puissants, le oint de Dieu, même 3 ans là, tu ne pouvais pas attendre. C'est-à-dire que, parce que normalement, le pasteur, il a la capacité de ne pas pécher là où nous, les pécheurs, on pêche. Il a la capacité de ne pas faire le sale que nous on fait. Il a la capacité de ne pas tomber dans le péché là où nous on tombe. Parce que Dieu, il est avec Dieu directement, il est connecté. C'est le Bluetooth. Nous là, nous ne sommes que des pécheurs, mais vraiment gâtés. En temps normal, nous ne sommes que des pécheurs gâtés. On ne peut pas avoir la même puissance. Je ne sais pas si on me comprend, hein. Donc moi, la pécheresse, je suis capable d'attendre jusqu'à 35 ans. Qu'un homme de Dieu vienne m'ouvrir là-bas en bas. Mais l'homme de Dieu qui est connexion Bluetooth directement avec le Seigneur, il ne peut pas attendre 12 ans. Est-ce que vous demandez au pasteur Marcelo, vous vouliez qu'il aille forniquer? Forniquer pourquoi? Les jeunes femmes qui attendent les pasteurs là pour venir les déboucher là-bas en bas là, elles ne pouvaient pas aller forniquer aussi? Vous pensez que ce que vous demandez là, que vous ne pouvez pas vous abstenir là, vous pensez que les femmes n'ont pas de désir? Vous pensez que les femmes n'ont pas envie? Vous pensez que ça ne gratte pas? Vous pensez qu'elles n'ont pas de désir charnel? On peut mépriser la femme jusqu'à ce point. On peut mépriser la femme jusqu'à ce point. Donc si je comprends bien, 2 mois après le décès de Maman Blanche là, quand pasteur Marcelo nous annonçait déjà, pendant ses prédications, qu'il ne va pas rester longtemps célibataire, pendant les 2 mois, il était célibataire toujours. Et puis 10 mois après, il a trouvé la nouvelle là. Et puis le Seigneur lui a dit que c'est elle que tu vas épouser. Et puis elle est partie accepter. Il faut souvent nous respecter dans vos bêtises là. Il faut nous respecter. Parce que nous, ça nous fait mal en tant que femmes.
Il faut nous respecter. Quand vous décidez d'être des pasteurs publics, faites attention aux images que vous renvoyez. Ne venez pas nous blesser dans notre estime. Ne venez pas nous blesser dans nos foyers. Parce que quand l'homme de Dieu devient le canal par lequel le scandale arrive, il y a un problème. Et on se pose des questions. Pasteur Marcelo n'a pas été capable de s'abstenir, mais il prône l'abstinence dans son église. Il exhorte sur l'abstinence. En gros, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Vous n'avez pas honte, vous chrétiens? Donc on va venir dire que si tu parles de l'homme de Dieu, si tu critiques les attitudes de l'homme de Dieu, Dieu va te punir. Ça vous rate. Le Seigneur a dit, nombreux viendront à mon nom. Vous les reconnaîtrez par leurs actions. Nombreux viendront à mon nom. Vous les reconnaîtrez par leurs actions. Pasteur Marcelo, c'est avec toi aujourd'hui qu'on apprend, nous les femmes, qu'on doit d'abord penser à nous. Mes sœurs, pensez d'abord à vous. Le frère de Blanche Tounassi a dit ceci. La femme que Marcelo Tounassi a épousée là, en fait, c'est une femme qui existe depuis le vivant de Blanche Tounassi. Est-ce que vous voyez le truc? Ça veut dire que Marcelo Tounassi est un homme infidèle et sa femme le savait. Elle est restée. Ce côté-là que nous avons de dire que nous restons à cause de nos enfants. Aujourd'hui, la dame est partie. En un an seulement, le monsieur a officialisé son union avec la femme avec qui il sortait au vivant de sa femme. Ça fait mal. Je suis une femme. Je suis une mère. Je suis une épouse. J'ai mal. Il a envoyé un message à sa belle famille en disant ceci. Je vous annonce que je me marie le 23 juillet 2025 en Belgique ou je ne sais pas où là. Je ne voulais pas que vous appreniez ça à travers les réseaux sociaux. Priez pour nous. À quel moment tu envoies ce genre de message à ta belle famille? La belle famille n'a pas encore fini de pleurer leur enfant. Toi, tu te maries et tu envoies ça comme ça. Quand tu vas fouiller, il y avait une guerre entre ce monsieur-là et sa belle famille. Souvent, on protège nos maris démons. Souvent, on protège nos maris monstres. On tourne le dos à nos familles. Parce que des fois, il y a un genre de famille là. Ils te montrent que, en fait, tu n'es pas la bienvenue dans leur famille. Ça fait que quand tu rencontres une personne qui fait semblant de t'aimer, tu crois que tu as trouvé un sauveur, alors que cette personne-là est venue dans ta vie pour te détruire. Qu'est-ce qui se passe? Famille, le jour du funérail de son mari, son pasteur lui demande en mariage devant le corps de son mari. Est-ce que vous voyez un peu l'histoire? C'est-à-dire, pendant qu'ils sont allés enterrer son mari qui est mort, cette veuve-là, que vous voyez accroupie là, son pasteur qui a l'habitude de prier pour elle, prier pour le couple même déjà, il fait un profit de l'occasion pour demander un mariage à la femme. Est-ce que tu es épousée? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Oui. Ça a choqué tout le monde. Pendant le funérail. Devant le cadavre de son mari, elle accepte le oui du pasteur. Ce qui reste à croire que les deux sortaient ensemble, bien évidemment, quand le gars vivait. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas ça qui a tué le monsieur? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas tout ça là qui a déjà le monsieur aujourd'hui? Comment il y a des femmes qui sont cruelles? Il y a des femmes qui sont maudites. Ça dit toi là, tu n'as pas attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois même. Jour des funérailles de ton mari. Et puis elle était tellement contente, elle a oublié même. Elle a commencé à sourire même. La vidéo même, elle va la mettre. Elle a commencé à sourire quand le pasteur a fait la demande. Mais le pasteur même, il est encore plus maudit même que la femme. Mais c'est pas la femme qui a fait la demande, c'est le pasteur qui a dit, il est épousé, elle a dit oui. Les familles sont choquées. Les deux familles sont choquées. La famille de la femme, la famille du monsieur, tout le monde est choqué. La colère noire de la maman du monsieur. Nous ne pouvons même pas supporter ça. Mais franchement, il y a des femmes qui sont maudites. Il y a des pasteurs qui sont maudits. Et vous avez dit les pasteurs, les mougous, vos femmes. Vos femmes tous les jours, me mettent dans cellule de prière. Me mettent si mon pasteur m'a dit ça. C'est qui est couché lui. Voici ça. Elle n'a même pas attendu 1 jour. Elle a accepté. Oui, direct. Donc le pasteur, toi, tu fantasmais. C'est la femme de ce monsieur. Donc de son vivant. Tu mouroussais déjà la femme. Mettez-les moi encore. Quelle humiliation encore devant son cadavre. Ouais, pasteur. Que Dieu te maudisse. Toi, vous deux même. C'est l'enfer qui vous attend. Il y a tant que vous avez dans les commentaires. Moi, je suis choqué de l'histoire. C'était coloré. Ce défaut que nous avons, mes chéris, on critique nos mamans avec nos maris. On critique nos soeurs avec nos maris. On critique nos frères avec nos maris. On critique des membres de notre famille avec nos maris. Du coup, le mari réussit à prendre le contrôle de ta vie. Tout ce que tu vas subir dans ton foyer, tu ne peux plus partir. Parce que tu as tout dit à ton mari. Il y a des femmes qui vivent du chantage dans leur foyer. Le monsieur a réussi à contrôler, à maîtriser les choses. La femme devient un objet dans sa vie. Il paraît que Blanche Tounassi avait déjà demandé à Marcelo Tounassi d'arrêter cette relation. Eh Seigneur, Seigneur, oh mes chéris. Esther, qui est la nouvelle femme de Tounassi aujourd'hui. Au vivant de Blanche Tounassi, elle persécutait déjà le foyer de Blanche Tounassi. La femme est l'ennemi de la femme. Mes chéris, en ce qui concerne votre vie, ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à personne. Dieu habite dans ton cœur. Il n'est pas forcément dans une église, ou bien dans un temple, ou bien dans une mosquée, etc., etc. Dieu habite dans ton cœur. En ce moment, nous parlons d'une personne qui se fait appeler homme de Dieu. Mais tout ce que nous entendons là, tout ce à quoi nous assistons là, vous êtes sûr qu'il s'agit vraiment d'un homme de Dieu? C'est quel homme de Dieu qui perd sa femme au bout de 1 an?
Et ils se marient comme ça, là, comme si de rien n'était. Les hommes de Dieu n'ont pas de cœur. Les hommes de Dieu n'ont pas de sentiments. Qui peut oublier 15 ans de vie commune? 15 ans de mariage comme ça, là, comme si de rien n'était. Parce que si tu te maries, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es prêt à tourner la page. Que personne ne vienne me parler le français que vous êtes en train de parler là, en disant que c'est une mission de quoi? Une mission de quoi? Aujourd'hui, Blanche Tounassi est sous terre. Si seulement elle avait parlé. Il paraît qu'elle se plaignait déjà. Mais vous connaissez que les femmes, quand elles sont amoureuses, là, elles ont cette façon de couvrir. Je parie qu'au vivant de cette dame, il y a des gens qui ont dû intervenir en disant que tu ne vois pas que là où tu as mis tes pieds là, en bas là-bas, il y a le trou, tu ne vois pas ça. Mais l'amour a cette façon de nous permettre de ne pas écouter. On n'écoute pas quand nous sommes amoureux, surtout quand nous sommes en face d'un manipulateur. Quand en face de nous, on a affaire à un manipulateur, ils sont pleins comme ça là des wars. Soyez prudente, parlez. N'ayez pas peur de parler. Si quelqu'un se moque de toi, aïe, Dieu va les nous. Ou le sang de ta femme, le sang de Maman Blanche, crie vengeance. Et c'est arrivé dans les oreilles de Dieu. C'est pourquoi tu entends tout ce bruit-là. Il est temps que tu viennes nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Parce qu'on risque d'arriver à un niveau où on va faire l'autopsie. On va cotiser pour faire l'autopsie, pour aider la famille à faire l'autopsie de cette histoire-là. Il faut venir nous dire. Dieu nous demande de te demander qu'as-tu fait de ta femme. À l'époque de Abel et Caïn, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, nous avons ça. Nous avons des réseaux sociaux. Ce qui fait que même derrière tes toilettes, quand tu fais du mal à quelqu'un, le lendemain, le monde entier est au courant de ce qui s'est passé. Donc, la voix du sang de Maman Blanche est arrivée chez Dieu. Ça crie vengeance, vengeance et vengeance. Le sang de ta femme réclame justice et vengeance. Il faut venir nous dire. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il y a les femmes des pasteurs qui disent, hein, mais il n'y a jamais eu autant de bruit. Pourquoi un an après le dialyse de Maman Blanche, il y a autant de bruit? Et tu t'agites, tu te maries, tu chasses les gens, tu fais ceci, tu fais cela. Pourquoi? La voix du sang de ta femme crie vengeance dans les oreilles de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, Dieu va t'humilier de jour en jour, comme il est en train de faire là. Donc c'est mieux que tu viennes te repentir avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que je suis venu te dire. Afin qu'il puisse, vous voyez, avec une grosse somme. Et aussi, on ne voit pas n'importe qui. La majorité des personnes qui vont participer sont des personnes qui sont aussi dans la loge. Il y a des médecins, il y a des juges. Des médecins et des juges. C'est pour cela qu'on parle de Samuel. Samuel était un juge du Seigneur. Parce qu'il était l'ami de Dieu. Moïse était un juge. Samson était un juge. Le diable a copié sur Dieu. Parce que ce niveau-là aussi, c'est le niveau du prévôt et du juge. Là-bas, on les appelle prévôt et juge. Le niveau prévôt et juge. Donc, ils s'entraident entre eux. Tous ceux qui, même celui que vous appelez qui a chose. Voilà, la majorité, ces personnes-là, celui qui a vu sa signature sur le truc où ils ont fait un faux certificat de décès, la majorité d'entre eux font partie de ces loges. On ne peut pas prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas le domaine. Ou bien soit on te corrompt et on ne va pas loin. On sait, on connaît ton dossier, on sait que tu es quelqu'un toi-même, voilà. Tu cherches de l'argent et puis voilà. Et on dit ferme ta bouche. Ça existe, mais la majorité sont ceux qui sont dans les sectes. Et au niveau des tribunaux, c'est pour cela que sa famille doit être vraiment forte. Parce que la majorité des juges sont dedans. La majorité, je ne dis pas tout le monde. Parce que Dieu a toujours aussi ses fils dans chaque domaine et dans chaque secteur. Et c'est comme ça qu'on a falsifié. En réalité, elle avait été tuée par sa soeur. Parce que sa famille voyait des choses qui étaient louches. Nous étions obligés de tout camoufler. Le discours aux funérailles, c'était un discours écrit, non par elle, mais par nous. Tout ce qu'elle devait dire, comment elle devait marcher, tout devait être réglementé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On voulait maintenant créer des amis. C'est ce qui va se passer avec Marcelo. Ils vont créer des amis qui vont l'entourer. C'est pour cela qu'il apparaît, il dit, Blanche a uni l'église. Blanche n'a pas uni l'église. Ceux contre qui il se battait avant deviendront ses amis. T'as tout qu'il clashait avant deviendra son ami. Et c'est ce qui s'est vu au funérail. Ivan Castanou, tous ces gens-là seront ses amis. Donc désormais, il va marcher avec ceux avec lesquels il ne marchait pas. Ils vont changer son entourage, envoyer des agents autour de lui pour l'entourer sans qu'il ne sache. C'est ce qui s'était passé avec Eddie West. Au point qu'il pensait que même Candace Owen était un agent. Pourquoi? Parce qu'on t'entoure des personnes dans le but de te surveiller.
dans le but que tu ne fasses pas une bêtise. Le 8 mai au matin, Kinshasa s'est réveillé avec une nouvelle qui a traversé les frontières comme une traînée de poudre. Maman Blanche, épouse du pasteur Marcelo Tunasi, était morte. Aucun signe avant-coureur, aucune longue maladie annoncée. Juste cette phrase sèche, presque mécanique, transmise aux proches, elle est partie. Pour beaucoup, c'était incompréhensible. Quelques heures plus tôt, elle échangeait encore des messages avec une cousine au Canada, envoyant des photos d'un repas qu'elle préparait. Et soudain, ce silence. Marcelo avait pris soin d'avertir la famille, mais avec une précipitation qui étonna tout le monde. Aucun temps de recueillement, aucune veillée prévue. Les sœurs de Maman Blanche, encore sous le choc, ne comprenaient pas pourquoi on parlait déjà d'enterrement alors qu'elles n'avaient même pas vu le corps. C'était comme si tout était planifié d'avance. « On nous cache quelque chose », murmurait l'une d'elles, la voix tremblante, au téléphone, pendant que l'avion du pasteur atterrissait à Kinshasa, transportant le cercueil venu de Turquie. Le jour de l'inhumation, il n'y eut pas de cortège public, pas de cérémonie officielle de l'église, juste un petit groupe restreint, choisi par Marcelo lui-même. Les fidèles, surpris, attendaient en vain devant les grilles du cimetière. Les portes restaient closes. On racontait que l'enterrement avait eu lieu à l'aube, sans prêtre officiel, juste avec quelques personnes dont les noms n'ont jamais été rendus publics. Les rumeurs prirent feu à partir de ce moment-là. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, moins d'un an après, jour pour jour, Marcelo apparaissait en public au bras d'une nouvelle femme. Mariage discret, mais filmé, et diffusé comme par hasard sur les réseaux sociaux. Les réactions furent explosives. « Comment peut-on remplacer une épouse aussi vite ?» demandaient certains. D'autres étaient plus directs. « C'est de la provocation. » C'est à partir de là que la machine s'est enclenchée. Les réseaux sociaux bouillonnaient de vidéos accusatrices, de montages photos, de témoignages plus ou moins fiables. Les autorités ne pouvaient plus ignorer le scandale. Une enquête fut ouverte et, selon plusieurs sources policières, 3 jeunes Congolais de son église furent arrêtés. Officiellement, ils étaient interrogés comme simples témoins, mais en coulisses, on savait que la police voulait savoir ce qu'ils avaient vu ou entendu. Le téléphone de Marcelo fut mis sur écoute. Ses déplacements furent suivis avec précision. Chaque rencontre, chaque coup de fil, chaque mail était enregistré. Des enquêteurs civils s'infiltrèrent même parmi ses fidèles, assistant au culte, observant ses gestes, ses paroles, ses habitudes. Et petit à petit, un récit plus sombre émergea. Selon certaines confidences, Maman Blanche aurait découvert un secret dangereux, l'appartenance de son mari à un réseau franc-maçon. Les mots « rituel »,« sacrifice » et « énergie » revenaient souvent dans les murmures. On racontait qu'en dévoilant ce secret, elle avait signé son arrêt de mort. Pour certains enquêteurs, Marcelo n'aurait pas seulement voulu se débarrasser d'elle, il aurait voulu s'approprier sa force, sa pureté, pour accroître son emprise spirituelle et politique. Dans les couloirs sombres des bureaux de la police judiciaire, un inspecteur lâcha cette phrase glaciale à un collègue. Ce n'était pas un simple meurtre, c'était une extraction d'âme. Les jeunes arrêtés furent interrogés pendant des heures. On voulait savoir s'ils avaient entendu parler de réunions nocturnes, de voyages étranges, de salles fermées à clé dans les locaux de l'église. Certains, sous pression, avouèrent avoir vu des caisses mystérieuses transportées de nuit. D'autres parlèrent de cris étouffés dans une aile isolée du bâtiment. Pendant ce temps, sur les réseaux, les vidéos explosaient. Des fidèles choqués racontaient comment, depuis la mort de Maman Blanche, le ton des sermons de Marcelo avait changé. Plus autoritaire, plus dominateur. Comme s'il ne prêchait plus par conviction, mais par possession. Les premiers résultats de la surveillance tombèrent après seulement 2 semaines. Le téléphone du pasteur Marcelo, pourtant protégé par des applications cryptées et des numéros spéciaux, avait révélé plus qu'espéré. Des échanges avec des contacts situés à Dubaï, en Afrique du Sud et en Turquie faisaient référence à des rendez-vous nocturnes et à des préparations devant se dérouler dans des lieux précis, loin des regards. Les enquêteurs avaient du mal à comprendre tous les codes utilisés dans les messages, mais certains termes revenaient souvent. La chambre rouge, l'offrande pure, le banquet de lumière. Un officier de la brigade spéciale, habitué aux enquêtes sur les réseaux occultes, fronça les sourcils en lisant ces extraits. Pour lui, c'était clair, on parlait de rituels. Des cérémonies où la vie humaine, ou du moins l'énergie vitale, était au centre des enjeux. Ce n'est pas de la simple superstition, c'est un langage codé que nous avons déjà croisé dans d'autres affaires, affirma-t-il lors d'une réunion interne. Du côté de la famille de Maman Blanche, la colère montait. Ses sœurs, jusque-là discrètes, commencèrent à parler publiquement. Elles expliquaient qu'avant sa mort, Blanche leur avait confié qu'elle craignait pour sa vie. Un soir, elle avait même appelé l'une d'elles en pleurant. « Je crois que Marcelo m'a piégé. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. » Mais elle n'avait pas voulu en dire plus au téléphone. 2 jours plus tard,
elle était morte. Ces révélations firent l'effet d'une bombe. Les médias locaux flairèrent le scandale. Des journalistes commencèrent à enquêter à leur tour, suivant les mêmes pistes que la police. Certains allèrent jusqu'à tenter d'approcher les 3 jeunes arrêtés, mais la police les maintenait dans un lieu secret, craignant pour leur sécurité. Car oui, il y avait déjà des menaces. Un témoin clé, un ancien membre de la chorale de l'église, disparut mystérieusement après avoir déclaré qu'il possédait des enregistrements compromettants. Pendant ce temps, l'observation rapprochée de Marcelo continuait. Des caméras miniatures furent installées dans les couloirs menant à son bureau. Des micros dissimulés captèrent des conversations étranges avec des visiteurs nocturnes. Un soir, à 2h43, un enregistrement révéla la voix de Marcelo, basse et grave, prononçant une phrase glaçante. Ce qui a été pris ne doit jamais être rendu. Cette bande sonore fut classée comme preuve majeure par les enquêteurs. Mais ce qui fit réellement frissonner les policiers fut la découverte d'un carnet en cuir noir, retrouvé dans la boîte à gants de sa voiture. Les pages, couvertes de symboles étranges, ressemblaient à des inscriptions rituelles. Certaines étaient accompagnées de dates précises, et l'une d'elles correspondait exactement au jour du décès de Maman Blanche. En face, 3 mots écrits en rouge, pacte scellé à jamais. Dans le quartier où vivait la défunte, les langues se déliaient. Des voisines racontaient que, quelques semaines avant sa mort, elles avaient vu Blanche sortir en pleine nuit, le visage pâle, pour téléphoner dehors. Elle tremblait, elle regardait partout autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un écoute, se souvient l'une d'elles. Les jours suivants, la police décida de passer à l'offensive. Les enquêteurs mirent en place une opération discrète baptisée Éclat Noir, visant à infiltrer le cercle le plus proche de Marcelo. L'un des agents, spécialiste des opérations clandestines, se fit passer pour un jeune entrepreneur désireux de bénir ses affaires à travers les prières du pasteur. Grâce à ce prétexte, il gagna la confiance de quelques assistants de Marcelo et put accéder à certaines zones interdites du bâtiment principal de l'église. C'est ainsi qu'il découvrit une pièce fermée par une porte blindée, dissimulée derrière un faux mur dans le couloir des bureaux. À l'intérieur, pas de croix, pas de Bible, mais un autel recouvert d'un tissu rouge sombre, taché en plusieurs endroits. Sur cet autel trônaient des bougies noires consumées à moitié, des fioles contenant un liquide brunâtre, et surtout, une photo encadrée de Maman Blanche, placée au centre. Sur la photo, son visage avait été gratté, laissant apparaître seulement ses yeux. Autour du cadre, des inscriptions étranges, semblables à celles retrouvées dans le carnet découvert dans la voiture. L'agent prit discrètement des clichés, qui furent immédiatement transmis à l'équipe d'analyse. Les symboles correspondaient, selon un expert en cultes occultes, à des rituels des absorptions d'énergie vitale pratiqués dans certaines loges maçonniques extrêmes. L'idée, expliquait l'expert, était que l'âme d'une personne pure et dévouée pouvait servir de catalyseur pour décupler le charisme et l'influence d'un leader spirituel. Pendant ce temps, les 3 jeunes arrêtés commencèrent à craquer sous la pression des interrogatoires. L'un d'eux avoua avoir vu, la veille du départ de Maman Blanche pour la Turquie, le pasteur recevoir un colis volumineux, livré par un homme qu'aucun membre de l'église ne connaissait. Le colis avait été transporté directement dans la fameuse pièce cachée, et personne n'avait jamais su ce qu'il contenait. L'aveu fut consigné dans un rapport confidentiel. Mais l'élément le plus troublant arriva quelques jours plus tard. Un technicien en charge de la surveillance audio intercepta un appel téléphonique entre Marcelo et un homme basé à Istanbul. La conversation, en langue mixte entre le lingala et l'anglais, contenait cette phrase « La source a été drainée. Nous pouvons procéder à l'expansion ». L'expression « source drainée » glaça le sang des enquêteurs. Les sœurs de Maman Blanche, elles, se mobilisaient de plus en plus. Elles organisèrent une conférence de presse, affirmant publiquement que leur sœur avait été victime d'un assassinat rituel. Elles accusèrent Marcelo de dissimuler non seulement les circonstances de la mort, mais aussi l'état réel du corps. Nous n'avons jamais vu sa dépouille. Nous ignorons si elle avait ses organes. Nous n'avons vu qu'un cercueil fermé, dénonça l'aîné, les larmes aux yeux. Cette déclaration raviva une rumeur persistante, celle du prélèvement d'organes à des fins occultes. Certains fidèles affirmaient que, dans certaines traditions secrètes, l'organe du cœur d'une femme pure pouvait être utilisé dans un rituel pour sceller un pacte éternel. Face à la pression médiatique et populaire, les autorités décidèrent d'autoriser une réouverture du dossier et la possibilité d'exhumer le corps. Mais lorsque les équipes se rendirent au cimetière, une découverte glaçante les attendait. La tombe de Maman Blanche était vide. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Les caméras de télévision filmaient les visages incrédules des proches, les cris de colère, les effondrements. Les enquêteurs, eux, savaient qu'ils étaient désormais face à un crime d'une ampleur bien plus grande que prévu. Car si le corps avait disparu, c'était qu'il avait été déplacé, ou jamais enterré là. La découverte de la tombe vide transforma l'affaire en un scandale international.
Les autorités congolaises comprirent que si le corps de Maman Blanche n'était plus là, il pouvait avoir été transféré à l'étranger, ce qui expliquait soudainement les multiples voyages de Marcelo après l'enterrement. Une cellule spéciale d'enquête fut créée, composée non seulement de policiers locaux, mais aussi d'agents d'Interpol, spécialisés dans les trafics transfrontaliers liés aux réseaux occultes. La première piste tangible venait de Turquie. Un informateur anonyme, qui travaillait dans une entreprise de transport maritime à Istanbul, affirma qu'un conteneur scellé avait été expédié vers un port africain une semaine après la mort de Maman Blanche. La description qu'il en fit était troublante. Caisse en bois renforcée, estampillé matériel religieux, mais transporté sous escorte privée et placé dans une zone du port interdite au public. Ce témoignage renforça la conviction des enquêteurs que les restes de la défunte avaient pu être déplacés dans des conditions clandestines. Pendant ce temps, les écoutes téléphoniques sur la ligne de Marcelo révélaient un réseau bien plus vaste que prévu. Des appels codés avec des hommes d'affaires basés à Johannesburg, Lagos et même Paris évoquaient des initiations de haut rang et des consécrations spéciales. Un nom revenait souvent dans les conversations, le Cercle de la Lune Noire. Ce groupe secret, déjà soupçonné d'être impliqué dans des rituels de pouvoir, était connu pour recruter des personnalités influentes, y compris des leaders religieux. Les enquêteurs réussirent à intercepter un courriel crypté envoyé depuis l'ordinateur portable du pasteur. Après déchiffrement, le message contenait une série d'instructions précises pour l'organisation d'un banquet sacré dans un hôtel de luxe à Dubaï. La liste des invités comportait des noms choquants, aux responsables politiques, hommes d'affaires milliardaires, et 2 autres pasteurs très influents en Afrique centrale. Dans le même temps, la pression sur les réseaux sociaux atteignait un niveau explosif. Les hashtags justice pour Maman Blanche et #vérité sur Marcelo étaient en tête des tendances en RDC et dans plusieurs pays francophones. Des vidéos d'anciens fidèles dénonçant des pratiques étranges pendant certains cultes circulaient en boucle. Certains affirmaient que, depuis la mort de Maman Blanche, la salle principale de l'église était parfois plongée dans l'obscurité complète pendant de longues minutes, pendant que Marcelo récitait des incantations dans une langue inconnue. L'expert en occultisme qui assistait la police fit alors une déclaration qui glaça l'assistance. Si ce que nous soupçonnons est vrai, alors le corps ou une partie du corps de cette femme est conservé quelque part, utilisé comme ancrage pour maintenir un pacte. Tant que cet ancrage existe, l'influence de Marcelo ne fera que croître. Pour tenter de confirmer cette hypothèse, la police lança une opération conjointe avec les autorités turques. Des perquisitions furent menées dans plusieurs entrepôts privés à Istanbul. Dans l'un d'eux, ils mirent la main sur un congélateur industriel, vide, mais portant des traces récentes de sang et des fragments de tissu féminin. L'ADN prélevé sur place confirma quelques jours plus tard qu'il appartenait bien à Maman Blanche. Cette découverte provoqua une onde de choc. Il ne s'agissait plus seulement d'une affaire de meurtre, mais d'un crime orchestré à l'échelle internationale, avec des ramifications dans plusieurs pays. La nuit précédant le départ pour Dubaï, la cellule spéciale d'enquête se réunit dans une pièce sombre du commissariat central de Kinshasa. Les visages étaient tendus. Un plan détaillé de l'hôtel Al-Zahra Palace, lieu du banquet sacré, était étalé sur la table. Des flèches rouges indiquaient les points d'accès, les caméras de sécurité et les issues de secours. Sur un écran, une photo de Marcelo, prise 2 jours plus tôt, montrait un sourire serein, presque provocateur. « Il ne faut pas qu'il se doute de notre présence », insista le commandant de l'opération. « Nous avons 3 agents déjà infiltrés dans le personnel de l'hôtel. Leur mission, observer, enregistrer, et si possible, localiser toute preuve de l'implication de Marcelo dans ce rituel. » Les agents envoyés à Dubaï avaient déjà commencé leur couverture. L'un d'eux travaillait comme serveur, un autre comme technicien lumière, et le 3e avait réussi à intégrer l'équipe de sécurité privée de l'hôtel. Chacun portait un micro miniature et une caméra cachée dans ses vêtements. Le jour J, Marcelo arriva par un vol privé depuis Kinshasa. Il descendit de l'avion vêtu d'un costume noir impeccable, accompagné de 2 gardes du corps aux allures de militaire. Dans ses mains, une mallette en cuir sombre, qu'il ne confia à personne. Les images captées par les agents d'Interpol montraient qu'il la tenait avec une vigilance presque paranoïaque. À 22 heures précises, les invités commencèrent à entrer dans une grande salle décorée de tentures rouges et d'imposants chandeliers dorés. L'ambiance était feutrée, presque religieuse. Des musiciens jouaient une mélodie lente et obsédante. Sur chaque table, un symbole circulaire était gravé dans le bois. L'agent infiltré en tant que serveur remarqua un détail troublant. Au centre de la salle, un autel en marbre noir, recouvert d'un drap blanc, sur lequel était posée une boîte métallique scellée. Marcelo s'en approcha, posa sa mallette à côté, et prononça quelques mots dans une langue inconnue. Les convives, tous vêtus de noir, baissèrent la tête en signe de respect. C'est alors que l'agent de la sécurité, positionné près de l'entrée, entendit un échange chuchoté entre 2 participants. « C'est ce soir qu'il prend pleinement la lumière. » « Oui, après ce soir,
son autorité sera incontestable. Pendant ce temps, à l'extérieur, l'équipe de la cellule spéciale suivait la scène en direct grâce aux caméras dissimulées. Un silence pesant régnait dans le van de surveillance. Tous attendaient le moment où Marcelo ouvrirait cette mallette. Lorsque le moment arriva, la tension monta d'un cran. Marcelo retira lentement la serrure à code, souleva le couvercle et sortit un objet enveloppé dans un tissu de soie rouge. Lorsqu'il retira le tissu, l'image apparut clairement sur les écrans. Un cœur humain, conservé dans une solution translucide, pulsant légèrement comme s'il était encore vivant. Les analystes en régie n'en croyaient pas leurs yeux. Les experts ADN, qui regardaient en direct, savaient déjà qu'il faudrait vérifier, mais tout portait à croire qu'il s'agissait du cœur de Maman Blanche. Marcelo posa le cœur sur l'autel, plaça ses deux mains au-dessus et ferma les yeux. Une sorte de murmure collectif emplit la salle, comme une prière ou une incantation. Les lumières se tamisèrent, et une chaleur étrange sembla envahir la pièce. Les capteurs thermiques utilisés par l'agent lumière enregistrèrent une hausse brutale de température autour de l'hôtel. À ce moment précis, le commandant de l'opération, dans le van, donna l'ordre. On attend encore 2 minutes. Dès qu'il entame la phase finale, on entre. Mais avant que l'intervention ne puisse commencer, un événement inattendu se produisit. Les caméras se mirent à grésiller, les micros se brouillèrent, et une odeur âcre envahit la salle. Quelqu'un venait de déclencher un dispositif de brouillage électronique, de l'intérieur.